Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. La cataracte est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée au monde, avec plus de 30 millions de patients opérés chaque année, dont un peu moins d'1 million de patients par an en France. La deuxième chirurgie ophtalmologique la plus pratiquée en France est la chirurgie réfractive au laser de la cornée, avec environ 200 000 interventions par an, dont plus de 80% au LASIK. L'altération de la surface oculaire est fréquemment rapportée après une chirurgie du segment antérieur et peut être responsable de signes d'irritation oculaire et d'une altération de la qualité de vision par instabilité lacrymale. Certains patients peuvent se plaindre de symptômes d'inconfort oculaire et visuel malgré un examen clinique d'apparence normale et une excellente récupération fonctionnelle. La survenue d'un syndrome sec en post-opératoire peut dégrader la qualité de vie des patients et les amener à considérer que leur chirurgie n'a pas eu le bénéfice escompté. L'apparition ou l'aggravation d'une sécheresse oculaire après une chirurgie du segment antérieur est multifactorielle et survient 3 fois plus fréquemment sur un terrain déjà fragilisé. L'inflammation, la toxicité de certains collyres et conservateurs, l'hyposécrétion lacrymale, la dysfonction palpébrale liée au blépharostat, l'hypoesthésie et la réduction de l'innervation cornéenne sont rapportés comme cause potentielle de ces troubles. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre-Jean Pizella, qui est PUPH et chef de service d'ophtalmologie au CHU de Tours. Le professeur Pizella est également ancien président de la Société française d'ophtalmologie. Bonjour professeur. Bonjour Camille, et merci à tous les deux de m'accueillir sur votre plateforme. Je suis très heureux d'y participer pour discuter bien sûr de surface oculaire et de chirurgie réfractive et cataracte en même temps. Professeur, pouvez-vous nous rappeler pourquoi la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive entraînent fréquemment une sécheresse oculaire ? Alors, pour l'une d'entre elles, c'est-à-dire pour la chirurgie réfractive cornéenne, c'est quelque chose de connu et de façon extrêmement synthétique, l'utilisation de laser sur la surface de la cornée ou à l'intérieur de la cornée, on en parlera sans doute tout à l'heure, va entraîner des modifications ou des altérations des terminaisons nerveuses cornéennes, elles-mêmes à l'origine d'une diminution de l'arc réflexe cornéen, à l'origine de la sécrétion lacrymale. En clair, opérer la cornée, c'est modifier la régulation des larmes. Pour ce qui est de la cataracte, c'est un petit peu plus compliqué et c'est souvent des causes indirectes, comme par exemple les phénomènes de toxicité de surface. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler aussi. Quels sont les patients les plus à risque de souffrir d'une sécheresse oculaire en post-opératoire de chirurgie de cataracte ou de chirurgie réfractive ? Alors, si je veux être un tout petit peu provocateur, j'ai envie de vous répondre, tous les patients sont, me semble-t-il, à risque. En tout cas, pour ce qui est de la chirurgie de la cataracte, par défaut, je pense qu'il faut considérer que tous les patients opérés de cataracte sont à risque d'avoir un syndrome sec post-opératoire. Pour ce qui est de la chirurgie réfractive cornéenne, encore une fois, je précise à chaque fois cornéenne, étant entendu que on peut faire une chirurgie réfractive cristallinienne, en particulier quand on opère soit une cataracte modérée, soit un cristallin clair. Pour ce qui est de la cornée, donc, eh bien, c'est plutôt dicté par l'âge et éventuellement par le sexe ratio, qui, comme vous le savez, est prédominant au niveau de la femme. Mais retenons qu'une chirurgie réfractive chez le patient plus âgé, donc on va plutôt cibler le presbyte, par exemple, eh bien, sera plus à risque que le sujet jeune, sans facteur de risque connu. Professeur, quelle est la fréquence de survenue d'un syndrome sec après une chirurgie réfractive cornéenne ? Et lorsqu'il survient, quelle est la durée de ce syndrome sec après une telle intervention ? Alors, si on détaille un petit peu l'évolution des patients opérés de chirurgie réfractive cornéenne, on retient l'idée que 50%, c'est-à-dire 1 sur 2, va développer un syndrome sec réel, patent, en post-opératoire, et ce, très rapidement. Et un peu moins de 5%, donc ça rassure un peu quand même, va aller jusqu'au syndrome sec sévère, c'est-à-dire en fait avec kératite associée. Pour ce qui est de la durée, on estime que ce syndrome sec post-chirurgie réfractive est lié à la section nerveuse induite par le LASIK, et donc conditionné par la repousse de ces fameux nerfs. Et là, les études sont variables. Elles ont été d'ailleurs souvent accompagnées d'iconographie avec souvent une microscopie confocale in vivo pour essayer de voir un peu le taux de repousse nerveuse. Grosso modo, on obtient le début de la repousse aux alentours de 3 mois. Mais donc on peut considérer que
de la première semaine à 3 mois post-op, le syndrome sec, on y a droit, et le patient y a droit, il faut vraiment là-dessus le lui dire. Et puis s'il ne le ressent pas, il faut insister aussi. Il faut insister sur le fait d'ailleurs qu'il y avait 1 ou 2 études qui avaient montré que le risque de régression était augmenté en cas de sécheresse non traitée. Alors, c'est devenu, dans mon expérience, pas très patent, mais de temps en temps, parfois chez le sujet jeune, on a parfois le sentiment, s'il y a eu une régression, que ça pouvait être lié. Donc, c'est pas un mauvais plan que de lui expliquer que se mettre des gouttes dans l'œil, c'est améliorer son confort post-op, mais c'est aussi améliorer son résultat réfractif post-op. Quelque part, ça l'aide un petit peu à le convaincre de maintenir cela. Et puis après, sur le long terme, de 3 à 6 mois, la repousse nerveuse, elle n'est pas parfaite à 3 mois. Donc, très clairement, je crois que, moi, à titre personnel, je leur mets largement 6 mois de traitement et parfois plus, sans aucune arrière-pensée, parce que je crois qu'il vaut mieux en mettre plus que pas assez, pour faire simple. Comment explorez-vous la surface oculaire à la lampe à fente ? L'état de la surface oculaire doit être recherché chez chacun de nos patients susceptibles de bénéficier de ce type de chirurgie. L'étape de la lampe à fente est une étape fondamentale. Néanmoins, précédant la lampe à fente, un interrogatoire conduit de façon ciblée pour savoir si le patient présente une symptomatologie évocatrice de problèmes de surface. Est-ce qu'il y a une gêne à la lumière ? Est-ce qu'il a une sensation de corps étranger, une sensation de grain de sable ? Bref, les questions classiques sont utiles. Des facteurs de risque aussi, comme des maladies de système connues, des prises médicamenteuses systémiques connues. Bon, tout ça est un interrogatoire classique. Après, l'examen du visage, alors je fais exprès de ne pas vous répondre sur la lampe à fente, Maxime, mais j'y viens, promis. L'examen du visage aussi du patient, quand il arrive à la consultation, va nous donner des renseignements précieux, en particulier un aspect en faveur d'une rosacée oculaire, avec souvent cette hyperémie médio-faciale, parfois associée à des petites papules ou pustules, peut être évocateur, je ne parle même pas d'un rhinophyma éventuel. Enfin, j'arrive à la lampe à fente, et là, il faut être systématique, c'est-à-dire l'examen attentif de la conjonctive. Est-ce qu'elle est rouge ? Est-ce qu'elle est rosée ? Est-ce qu'elle est blanche ? L'examen attentif de la marge palpébrale. Est-ce que c'est propre ? Est-ce qu'il y a des petites sécrétions collées sur la base des cils ? Est-ce qu'il y a de l'inflammation ? Est-ce qu'il y a des petits vaisseaux ? Des petites télangiectasies ? Et puis, l'examen de la cornée, sa transparence. Et de mon point de vue, il est difficile de se passer d'une instillation d'une goutte de fluorescéine qui permet d'avoir des renseignements sur pratiquement tout ce qu'on vient de dire, la cornée et la conjonctive, bien sûr, ce qui donnera le renseignement sur un éventuel signe de gravité, comme la présence d'une kératite associée, une kératite ponctuée, bien sûr, un marquage éventuel dans le cul-de-sac nasal prédominant, la rivière lacrymale également sera analysée. Bref, un examen classique de la surface, mais avec un seul colorant me paraît nécessaire et aussi suffisant. Parfait, merci. Ma prochaine question porte sur la mébographie. Est-ce qu'il faut en réaliser une systématiquement avant une chirurgie de cataracte, avant une chirurgie réfractive ? Dans quel cas céder de ces nouveaux examens ? Très bonne question, Maxime. C'est effectivement une question actuelle. Est-ce que la consultation d'ophtalmologie préopératoire en chirurgie du segment antérieur, plus précisément dans la cataracte ou la chirurgie réfractive, doit être documentée sur le plan iconographique? En gros, c'est ça qu'on nous demande. Et c'est une vraie bonne question. Alors moi, je vais y répondre de manière simple. Est-ce que c'est obligatoire ? Non. Est-ce que c'est utile ? Oui. Pourquoi ? Eh bien, un peu, évidemment, pour l'aide au diagnostic. Alors, on pense à la mémographie avec toutes ces méthodes infrarouges qui permettent d'avoir une image très rapide de l'aspect qualitatif des glandes de mébomus, quels que soient effectivement les appareils qu'on a coutume d'appeler maintenant des tout en un. Ils réalisent plusieurs examens de la surface oculaire. Alors, c'est plus ou moins vrai, mais on ne va pas détailler ça. Moi, je retiendrai une chose qu'on peut donner à nos amis, à nos confrères. Je trouve que s'aider d'une iconographie, en particulier des glandes de mébomus, c'est avoir un aspect pédagogique très important pour le patient, parce qu'on les lui montre. Et donc, il comprend ce qu'on lui dit. C'est pas toujours simple de comprendre l'histoire de la sécheresse quand on va être opéré. Il y a beaucoup d'informations qui sont données. Je pense aux patients de chirurgie réfractive, mais même aux patients de cataracte. Lui montrer une image en lui disant, voyez, ça, c'est des glandes. Celle-là, elle est normale. Puis celle-là, elle est à moitié abîmée. Celle-là, elle est complètement abîmée. C'est très simple. Les images sont très parlantes. Et on gagne beaucoup de temps sur ce qu'on dira sans doute après dans le déroulé des questionnaires, sur qu'est-ce qu'on propose aux patients. Ça me paraît, de ce point de vue-là, utile. Voilà. Pour le reste, eh bien, chacun fait avec la composition de sa table d'examen.
Alors, on parlait il y a quelques années de l'osmolarité des larmes, c'était à la mode. Il y a encore un intérêt aujourd'hui à mesurer cette osmolarité. Ben là aussi, Maxime, Maxime et Camille, parce que c'est toujours, à moins que Camille peut-être pose ces questions à lui tout à l'heure. Enfin, en tout cas, bonne question. L'osmolarité des larmes, sur le plan de la physiopathologie, il faut quand même se souvenir que c'est hyper important parce que c'est la détermination de l'osmolarité du film lacrymal qui a permis un petit peu d'asseoir un petit peu le raisonnement sur la sécheresse oculaire et l'aspect quantitatif et qualitatif du film lacrymal. Donc sur le plan physiopathe, c'est bien. Sur le plan de la consultation classique du chirurgien que nous sommes, beaucoup moins à l'heure actuelle. En tout cas, à titre personnel, je m'en sers pas. Alors il faut dire que on va sans doute avoir dans un avenir très proche une véritable mise à niveau des dispositifs qui étaient utilisés pour cela, avec sans doute un score qui va être amélioré. En fait, le vrai problème, c'est pas de savoir si c'est utile ou pas. Oui, c'est utile. Mais dans les techniques actuelles, à ma connaissance, la reproductibilité de l'examen était compliquée à obtenir, le recueil souvent insuffisant pour obtenir cela. Il semble, de ce qui m'a été donné de savoir, que des physiciens sont parvenus à améliorer les dispositifs existants, y compris avec un recueil de larmes minimal, avec l'obtention de chiffres reproductibles. Alors, ça m'est difficile de le dire de manière certaine, puisque je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai vu le dispositif, notamment au dernier congrès européen, et on peut penser que, à l'horizon de 2-3 ans, ça sera peut-être de nouveau une question qu'on se posera de façon efficiente. Professeur, quelle technique de chirurgie réfractive cornéenne privilégier en cas de risque de syndrome sec ? Alors ça, c'est une très très bonne question et que tout chirurgien réfractif doit se poser. Là, la première réponse peut-être, avant de se poser la question de la technique, c'est de savoir si il faut garder l'indication opératoire chez un patient qui présente un syndrome sec. Alors si c'est un syndrome sec modéré, moi je réponds vertement oui, et donc on va discuter de la technique juste après. En revanche, sur un syndrome sec sévère, avec une kératite ponctuée permanente, sur 2 consultations, résistante à un traitement substitutif bien conduit, il faut vraiment se poser la question et vraiment discuter éventuellement d'une conversion dans une technique intraoculaire. Je pense par exemple à l'implantation de l'ICL, l'intraocular contact lens, qui va donner des résultats intéressants chez le myope, chez l'hypermétrope, chez l'astigmate, et qui va éviter de toucher à la cornée. Ça, c'est une des parties de la réponse. L'autre partie concerne la chirurgie cornéenne pure, sur des amétropies plus modestes et plus classiques, si je puis dire. Alors, en gros, LASIK, PRK, SMILE, voilà un peu le portefeuille qui nous est proposé. Le plus classique est de dire que c'est le LASIK qui entraîne le plus de sécheresse post-opératoire, et donc la technique qu'il faut sans doute moins favoriser. Reste après à déterminer entre la PRK et le SMILE. Et là, c'est essentiellement dépendant des habitudes de l'opérateur. En ce qui me concerne, je ne fais pas de SMILE, je fais des PRK. Donc, j'avoue que je peux la proposer sur des syndromes secs modérés, en prévenant le patient, en substituant, en renforçant le traitement post-op. Mais tous les opérateurs du SMILE s'accordent à dire qu'il y a un respect de l'architecture nerveuse cornéenne au niveau du stroma antérieur, et donc un risque moindre d'accroître le syndrome sec post-op. Donc, probablement que si on fait un classement, on devrait dire SMILE, PRK, LASIK, du meilleur au moins bon. Quelles précautions prendre lors d'une chirurgie de cataracte chez un patient qui souffre d'une sécheresse oculaire plutôt sévère ? Là aussi, le début des précautions passe par l'information préopératoire et avant toute chose, le diagnostic, le dépistage de cette fameuse sécheresse oculaire sévère, parce que si on fait une consultation rapide sans utilisation de fluo, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut tout à fait passer à côté. Je vous rappelle que quand il y a une atteinte tissulaire parfois sévère, c'est le cas dont on parle, il peut y avoir aussi une hypoesthésie cornéenne et donc le patient ne se plaint pas forcément beaucoup. Donc on ne peut pas uniquement se contenter de l'information donnée par le patient, du symptôme, pardon. Il faut donc aller chercher le signe clinique. Ça, c'était un petit peu la question d'avant. Une fois qu'on l'a diagnostiqué et que le patient est prévenu, eh bien, effectivement, il faut essayer de s'attacher à rendre la chirurgie de la cataracte la moins aggravante possible. Alors, ça passe en pré-op par ce que l'on vient de dire. En pér-op, de mon point de vue, le facteur le plus important, c'est le temps opératoire. Plus vite on va et moins il y aura de retentissement. Certains ont parlé de l'influence de l'éclairage, du microscope. Mais enfin, une technique rapide, c'est une technique bien conduite.
Et puis, une bonne lubrification de surface pérope aussi. Alors, en revanche, petite parenthèse, ne pas renoncer à la détertion et à l'utilisation de la bétadine. Alors ça, je pense que syndrome sec ou pas, il ne faut jamais y renoncer. C'est une parenthèse que je forme, mais elle est importante. Et puis, en post-opératoire, eh bien, il faudra éviter d'être le plus toxique possible parce que très probablement, une des raisons pour lesquelles la chirurgie de la cataracte interfère avec le résultat post-opératoire sur le film lacrymal, c'est l'utilisation des collyres post-op et souvent, avec conservateur, pendant 1 mois de traitement, ils peuvent influencer négativement, bien sûr, le film lacrymal. Donc, je dirais, lutter contre l'utilisation trop longue de collyres, éviter les conservateurs et puis renforcer dès le début, on sait que le syndrome sec post-op en cataracte, c'est dès la première semaine, renforcer l'utilisation d'agents mouillants dès le début et surveiller son patient. La place des AINS sur la surface chez des patients qui ont des Gougerot, etc. Moi, je me méfie toujours un peu parce que j'ai déjà vu des cas catastrophiques. Voilà, on a tous en tête la lise cornéenne sur ce type de patient. Et puis AINS et kératite, ça fait pas bon ménage. C'est un peu parfois aussi le syndrome du corticoïde sur l'herpès. Je fais exprès de dire ça comme ça de manière un peu provocatrice, mais où personne n'ose, alors que parfois, si c'est une kératite stromale, il va falloir oser pour aider le patient. Donc, l'AINS et la cornée s'en méfier, oui, ça plus que jamais. Après, est-ce qu'il faut d'emblée s'en passer ? Moi, j'avoue que je suis... l'œdème maculaire, ça fait partie des choses qui m'interpellent en post-op. Et donc, j'avoue que tant que je peux le laisser, pour répondre à votre question, Maxime, je le laisse. Mais effectivement, sans doute que le contrôle AG8 est assez important et peut-être que le traitement peut être réduit à 15 jours au défaut des 3 semaines habituelles. Est-ce qu'une sécheresse oculaire peut contre-indiquer la pose d'un implant multifocal ou d'un implant EDOF ? Très bonne question là aussi. Donc déjà, je profite au milieu du parcours pour vous féliciter pour toutes vos questions pertinentes, je trouve. Alors, eh bien, d'une certaine manière, j'ai envie de répondre oui. En tout cas, oui pour l'implant multifocal pur, si je puis dire. L'implant multifocal, il va avoir comme conséquence potentielle, négative bien sûr, d'aggraver potentiellement la sensibilité au contraste du patient. Et une sécheresse oculaire sévère, de la même façon, va dégrader la qualité de vision du patient. On le sait, les index, je pense par exemple, ceux qui sont donnés par l'OCAS, vous savez, avec l'index OSI, le Scattering Light Index, va être augmenté de façon quasi analogue à une cataracte secondaire, par exemple, avant YAG. Et donc, si on met en place 2 causes susceptibles d'aggraver un contraste, c'est pas donner une qualité de vision optimale et c'est risquer une perte de satisfaction pour le patient qui a demandé un multifocal. Alors, sur un EDOF, ça peut être vrai. On va pas développer, je crois que c'est pas le propos du jour, cette entité qui est l'EDOF, qui, à mon avis, est très très vaste. On va se contenter de dire qu'un vrai EDOF, c'est-à-dire sans plusieurs focales associées, qui, de mon point de vue, le fait basculer dans la catégorie des vrais multifocaux, est sans doute moins sujet à cela et on peut se l'autoriser. Mais de manière très claire, il faut essayer de s'assurer sur une et si possible 2 consultations préalables, préopératoires, que la cornée du patient peut avoir un nettoyage de sa kératite avec un traitement bien conduit, faute de quoi le résultat sera forcément limité de mon point de vue et risque de décevoir le patient. C'est ça le vrai problème, c'est sûr. Donc méfiance. En tout cas, voilà le message, le take-home message, c'est multifocalité et sécheresse sévère avec kératite associée égale méfiance. Très bien, merci. La prochaine question, je crois que vous y avez déjà un peu répondu, c'était comment prévenir la sécheresse oculaire après une chirurgie réfractive ou une chirurgie de la cataracte. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet. Oui, alors, comment prévenir la sécheresse oculaire après ? Je crois que, on en a effectivement un petit peu parlé avant. La prévenir de façon totale, ça me paraît difficile dès lors qu'il y a une antériorité, quoi. On peut améliorer le score, on peut préparer la surface, on peut préparer le patient aussi. On l'a dit, on va pas le redévelopper. Mais la prévenir totalement, ça paraît compliqué. Sur une chirurgie cornéenne typique, LASIK par exemple, on le sait qu'il va y en avoir une, donc on peut l'anticiper. On peut parfois utiliser aussi, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais les bouchons lacrymaux provisoires,
qui vont se résorber, voilà, je cherchais le mot, sur une distance d'environ 6 mois, ça paraît intéressant parce qu'il y a un début de la sécheresse et une fin. Bon, sur une chirurgie de cataracte, c'est un peu plus complexe que ça, et très certainement, la détermination du niveau préopératoire de sécheresse va conditionner le résultat après. Je pensais également peut-être à ces nouveaux traitements des glandes de mébomus. Vous savez, ces traitements, on va dire, lumineux. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez l'expérience et que vous proposez parfois. Alors, là aussi, oui. Alors, mais je ne sais pas si on convient d'appeler ça une prévention. Mais d'une certaine manière, oui, c'est la prévention de l'aggravation, en fait. C'est ça qu'on peut dire. C'est-à-dire prise en charge, mais ça suppose un peu ce qu'on disait tout à l'heure, diagnostic préopératoire du dysfonctionnement des glandes de mébomus. Bon, vous allez me dire, c'est pas très compliqué à faire dans la mesure où la prévalence du DGM est d'environ 60% de la population passée la soixantaine, donc c'est quand même assez fréquent. Et si tel est le cas, prise en charge de ce dysfonctionnement des glandes de mébomus avec effectivement les techniques de luminothérapie, la TPL par exemple, qui donnent des résultats effectivement sans trop que le mécanisme soit parfaitement connu, ou associés, parfois certains les combinent désormais avec ces traitements mécanisés, chauffants et mécanisés des glandes de mébomus. Ça reste, de mon point de vue, une prise en charge et éventuellement une prise en charge de l'aggravation, une prévention de l'aggravation. Voilà. Est-ce que c'est véritablement du domaine de la prévention pure? Il y a quand même une participation de thérapie dedans, c'est sûr. Mais c'est bien. Je pense que on peut pas. Enfin, pour vous donner mon opinion, parce que vous m'interrogez, si on doit résumer, je pense que d'un point de vue thérapeutique, ces thérapeutiques modernes fonctionnent. Elles n'ont pas de capacité supérieure, à ma connaissance, à une hygiène palpébrale classique bien conduite par le patient. Seulement voilà, une hygiène palpébrale bien conduite par le patient, on le sait tous, c'est un petit peu rare sur le long terme quand même. Donc, probablement, il y a un avantage dans ces techniques-là. Merci professeur, vous avez déjà partiellement répondu à ma prochaine question, mais dans quel cas allez-vous mettre des bouchons lacrymaux en préopératoire, péropératoire ou post-opératoire de chirurgie réfractive? Alors j'ai eu une période où j'en mettais effectivement au moment du LASIK. Alors là je parle de la chirurgie cornéenne réfractive, encore une fois pour la raison que je vous ai donnée, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait un début et une fin thérapeutique est séduisante dans la mesure où on sait qu'une sécheresse oculaire induite par la chirurgie réfractive cornéenne est normalement limitée dans le temps. Et donc la durée de vie du bouchon intracanalaire était à peu près entre 3 et 6 mois, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y a du sens à cela. J'avoue que j'ai un petit peu arrêté, mais le rationnel me paraît toujours bon. Les résultats étaient aussi satisfaisants. Bon, après, il y a toujours pareil la question de la prise en charge ou de l'inclusion du coût du bouchon dans la facturation au patient. En fonction de l'endroit où on travaille, c'est plus ou moins simple, mais je pense que ça a du sens. A contrario, le bouchon lacrymal plus classique, non résorbable, je m'en suis toujours, je le confesse, un peu méfié, même si je reconnais qu'il a parfaitement sa place dans l'arsenal thérapeutique, et c'est vrai qu'il y a certains patients qui le réclament. Néanmoins, il a les inconvénients de ses avantages, et au bout d'un moment, on l'accuse, et ça a été quand même assez bien démontré dans certaines études, de nuire un petit peu à la sécrétion lacrymale, puisqu'il va induire une erreur sur la formation du taux de présence des larmes à la surface de l'œil. Le premier impact a son désavantage. Et puis le deuxième, c'est aussi d'être facteur de rétention de tout, des larmes, c'est vrai, et puis de tous les facteurs toxiques et tous les médiateurs inflammatoires qui circulent dedans à la surface de l'œil. Donc, sur une durée courte, oui, en tout cas dans mon idée, à long terme, de façon extrêmement ponctuelle et en tout cas décidée en fonction au cas par cas, mais pas de façon systématique. Passons maintenant à l'astuce de l'expert. Est-ce que, professeur Pizzella, vous avez un conseil ou une astuce personnelle pour diagnostiquer ou gérer la sécheresse oculaire efficacement? L'astuce, elle va être assez basique de mon point de vue. Et elle va se résumer en 2 choses. Toujours diagnostiquer, donc toujours utiliser la goutte de fluo quand on aimerait pouvoir s'en passer. Je pense vraiment à la chirurgie de la cataracte, là, parce que dans l'examen d'une surface oculaire destinée à une chirurgie réfractive cornéenne, c'est fait par l'immense majorité des praticiens. En revanche, sur une cataracte, il faut reconnaître que quand le patient arrive à la lampe à fente, la préconsulte est déjà faite, la tension est prise, etc.
la tentation de regarder le cristallin, de regarder le fond d'œil sur l'ordinateur est grande, et donc de ne pas mettre la goutte de fluo, c'est assez fréquent. Moi, je pense malgré tout que ça va nous aider, ne serait-ce déjà à faire le diagnostic et à en parler. Donc l'astuce, c'est toujours chercher cette sécheresse. Et puis l'astuce post-op, c'est toujours traiter, c'est un peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Moi, je confesse que sur mes ordonnances post-opératoires, systématiquement, il y a un mouillant. Je ne me pose pas trop la question et je suis très incitatif chez le patient pour qu'il le mette, même si sa symptomatologie est modeste. Je ne sais pas si c'est une astuce, mais c'est un côté un peu systématique que j'ai. Passons maintenant à la question du patient. Ce sont des questions que les patients nous posent souvent en consultation. Oui, professeur, des questions qu'on entend souvent, c'est est-ce que l'utilisation prolongée d'ordinateur ou de smartphone peut aggraver la sécheresse oculaire ? Effectivement, c'est une question qui revient beaucoup pour une raison simple, c'est que leur utilisation est tellement ubiquitaire, universelle et de plus en plus permanente qu'on est en droit de se la poser. Alors, pour y répondre, il faut faire la part des choses. L'écran en soi, quel qu'il soit, des tablettes, des smartphones ou de l'ordinateur, n'est pas un facteur aggravant au titre personnel, c'est-à-dire n'induit pas directement une phototoxicité. En revanche, oui, il y a un retentissement sur la surface oculaire de l'utilisation de smartphones et d'écrans, tout simplement parce que quand on est en train de le regarder, on suppose que le sujet est concentré, ce qu'on fait tous, et quand on est concentré sur un écran, eh bien le clignement diminue, on le sait tous, notre fréquence de clignement diminue, mais c'est exactement la même chose si on conduit sur l'autoroute pendant plusieurs heures, eh bien le fait de diminuer la fréquence du clignement associé à des facteurs favorisant ou déclenchant une sécheresse comme on en a longuement parlé sur la chirurgie, ça peut effectivement l'aggraver. Donc on le sait, et donc là encore, plutôt que de faire semblant de dire hypocritement utilisez moins votre smartphone, ce qui à mon avis est assez peu efficace, il faut là aussi favoriser l'utilisation des mouillants et encourager le patient à s'en servir, qu'il consulte ou pas son écran. Donc il faut retenir que oui, indirectement, il y a un phénomène d'aggravation. Autre question qu'on entend souvent, c'est existe-t-il des remèdes naturels ou des modifications de mode de vie qui peuvent aider à soulager la sécheresse oculaire ? Là, vous me faites sourire parce qu'on a envie de répondre « arrêtez les écrans », quoi. C'est aussi simple que ça, puisque c'est un corollaire de la question d'avant. Le mode de vie, les remèdes naturels, je n'en connais pas, je n'en connais pas d'efficients. Même si on peut dire que, on peut quand même citer le grand professeur Kazuo Tsubota, qui était un grand spécialiste japonais, mais aussi mondial de la surface oculaire et de la sécheresse en particulier, et qui a étudié sur sa propre personne, car il est aussi souffrant, à l'époque en tout cas, d'un syndrome de Gougeron authentique. Et donc, la diète, le régime alimentaire, est supposé améliorer la sécrétion lacrymale. Et lors du dernier, pas du dernier, mais du WOC, du congrès mondial qui avait eu lieu à Tokyo, Tsubota avait présenté à l'audience ses remèdes naturels anti-sécheresse oculaire qui était un vrai triptyque et qui était en résumé faire un régime, faire du sport et probablement le plus difficile dans notre pays, be happy, qu'on peut traduire par être heureux. Je vous cite le grand maître. Il est difficile de prédire l'avenir, mais quels sont selon vous les progrès à attendre dans les années à venir dans le domaine de la surface oculaire et de la sécheresse ? Eh bien, il est difficile de le prédire, cet avenir, mais on sait ce dont on a besoin et on sait vers quoi la science, ce qui est un mot toujours assez à utiliser avec des pincettes, peut nous permettre d'espérer. Je pense avant tout qu'il y aura des progrès diagnostiques. On a parlé tout à l'heure de l'osmolarité, les fameux biomarqueurs, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, devraient pouvoir s'améliorer avec des tests simples, des tests utilisables en cabinet, pas des machines très sophistiquées. Je pense qu'un ou deux biomarqueurs pourraient nous aider dans le diagnostic et dans le suivi des sécheresses. Alors, on attendrait une osmolarité en dessous d'un chiffre donné, c'est pas sec, au-dessus c'est sec, par exemple. Et puis, en fonction de la thérapeutique donnée, est-ce que ça permettra d'améliorer les choses. Donc, moi, je crois quand même à ces progrès diagnostiques dans l'iconographie, dans l'imagerie, très probablement aussi. Et puis, sur le plan thérapeutique,
on attend toujours le Graal, c'est-à-dire le collyre qui fait tout le boulot, qui fait un film lacrymal naturel, qui se met une fois par jour et qui tient 24 heures. Là, j'ai peur que ce soit un petit peu plus long, mais puisqu'il est permis de faire des vœux, il faut le souhaiter. Et en tout cas, il y a des équipes qui dans le monde travaillent sur cette grande complication qui est la reproduction d'un film lacrymal naturel. C'est pas si simple, hein. Un peu d'eau, un peu de sucre et un peu de graisse, tout ça dans une proportion variable et dans une savante répartition. Il y a encore du boulot pour nos laboratoires, mais on peut l'espérer quand même. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était passionnant. Merci, professeur Pizzella, pour le temps que vous nous avez accordé pour cet entretien sur la sécheresse oculaire. Nous invitons tous nos auditeurs à ne pas manquer la 11e édition du congrès COPS pour cornées pratiques et scientifiques que vous co-organisez et qui se déroulera à Tours en novembre 2024. Merci à tous les deux. Merci Camille. Merci Maxime. Bravo à tous les deux d'organiser ces podcasts. Je suppose qu'ils creusent ainsi tous les domaines de notre passionnante spécialité. Et je vous félicite d'avoir monté ça. Donc rendez-vous à bientôt, mais cette fois-ci dans mes écouteurs pour écouter la suite des informations. Merci beaucoup. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.